Que feriez-vous si la seule personne qui vous faisait enfin vous sentir vu, n'était pas celle que vous aimiez? Si, au lieu d'un geste tendre de votre partenaire, c'était un regard étranger qui réveillait en vous une chaleur oubliée, un frisson oublié? Ce soir-là, tout semblait banal. Un simple dîner d'entreprise, comme tant d'autres, avec ses conversations superficielles, ses rires mécaniques, et moi, invisible dans l'ombre, pendant que mon mari poursuivait, comme à son habitude, cette promotion qui l'obsédait. J'avais enfilé une robe noire que je n'avais pas portée depuis des années. Pas pour séduire. Pas vraiment. Juste parce que j'avais besoin de me sentir vivante à nouveau. J'espérais peut-être un compliment, un regard, un soupçon d'attention. Mais Smith, fidèle à lui-même, ne m'a même pas effleuré des yeux. Ce n'est pas lui qui a remarqué. C'est quelqu'un d'autre. Alice Hall. Le patron de mon mari. Un homme dont la simple présence semblait remplir la pièce. Il n'était pas beau au sens classique, mais il dégageait une autorité calme, magnétique. Quand il m'a regardé, ce n'était pas comme les autres. Ce n'était pas un regard glissant, désinvolte. C'était profond, comme s'il avait deviné un secret que je ne savais même pas que je portais. Il s'est approché, m'a parlé d'une voix basse, presque intime, et a glissé dans ma main un petit objet. Une clé. Froide, fine, anodine. Et pourtant, si lourde. Il n'a rien exigé. Il a simplement murmuré, « Si tu es curieuse ». J'ai souri poliment. J'ai pensé que non, que jamais je ne ferais une chose pareille. Mais plus tard, allongé à côté de mon mari endormi, le souffle alourdi par l'alcool, je n'arrivais pas à chasser cette image de mon esprit, une porte, une chambre, une possibilité. Je m'appelle Camilla Rose. J'ai 38 ans. Et si vous m'aviez posé la question il y a un an, je vous aurais dit que j'étais heureuse. Pas passionnément, non, mais confortablement mariée. C'est ce que je croyais. Smith et moi, nous nous sommes rencontrés à l'université. Lui, étudiant en ingénierie, rigoureux et méthodique. Moi, en histoire de l'art, rêveuse et curieuse. Deux mondes opposés, et pourtant, nous nous sommes choisis. Nous nous sommes mariés peu après l'obtention de nos diplômes, pleins d'idéaux et d'illusions. Nous avons commencé notre vie commune dans une petite maison aux murs fins, mais à l'époque, cela nous semblait suffisant. J'ai laissé derrière moi la banlieue animée pour m'installer dans ce quotidien ordonné, cette vie que nos parents respectaient. Une existence planifiée, sûre, où chaque semaine se ressemblait, où chaque mois s'alignait comme dans un calendrier. Stable, oui. Mais le confort peut devenir anesthésiant. Petit à petit, les gestes tendres sont devenus des automatismes, les silences ont remplacé les dialogues. Nous parlions encore, mais seulement de ce qu'il fallait faire, les impôts, les courses, la voiture. Plus de rires partagés. Plus d'étreintes spontanées. Juste des checklists, et des soupirs. Et dans ce vide qui s'installait, une douleur muette a commencé à grandir en moi. Une solitude sans nom, parce qu'elle semblait illégitime. Je n'étais pas maltraitée. Pas trompée. Juste oubliée. Puis Smith s'est entièrement immergé dans sa course à la promotion. Son entreprise, Elstone Dynamics, traversait une restructuration. Il voyait là sa chance, peut-être unique, de grimper l'échelle. Il a plongé tête la première, au point de ne plus voir autre chose. Les semaines se sont fondues les unes dans les autres, les week-ends sont devenus silencieux, et les soirs, il rentrait tard, l'air éteint mais toujours parlant d'objectifs, de chiffres, de stratégie. Et c'est dans ce vide-là qu'Alice est réapparue. La première fois que je l'avais rencontrée, c'était à une fête de fin d'année. Sa poignée de main avait duré une seconde de trop. Son sourire, à la fois calme et pénétrant, m'avait laissé confuse. J'avais détourné le regard. Je savais reconnaître les hommes puissants qui vous séduisent pour se distraire. Je les avais toujours évités. Mais cette année, au dîner annuel organisé à l'hôtel Grand Caraval, il s'est passé autre chose. Je me suis préparée avec soin. J'ai pris le temps de me coiffer, d'enfiler cette robe satinée, de mettre un rouge à lèvres plus audacieux que d'habitude. J'avais envie que Smith me voie. J'avais besoin qu'il me regarde comme il le faisait autrefois. Mais avant même de franchir la porte du salon privé, il était déjà absorbé par une discussion sur les résultats du trimestre.
Alors qu'il s'éloignait, Alice, lui, m'a vu. Vraiment vu. Il ne m'a pas regardée comme une femme de plus ou comme l'épouse d'un subordonné. Il m'a observée comme quelqu'un qui se souvenait de moi, qui voulait comprendre ce que je faisais là. C'était perturbant, mais étrangement flatteur. Plus tard dans la soirée, alors que l'ennui me gagnait, il est venu à moi. Un simple mot, un sourire, puis cette clé déposée dans ma main. Au cas où vous seriez curieuse. Il n'a rien dit d'autre. Et moi, je suis restée là, figée, la musique bourdonnant dans mes oreilles comme un bruit de fond lointain. Je suis retournée à ma table, le cœur battant fort, la clé serrée dans le creux de ma paume comme une braise prête à consumer tout ce que j'avais cru solide. Je ne suis pas allée dans cette chambre. Pas cette nuit-là. Mais la pensée ne m'a plus quittée. C'était comme une graine plantée dans un terrain en friche. De retour dans notre suite, peu avant minuit, Smith était euphorique. Il avait bu, ri, charmé tout le monde. Il s'est écroulé sur le lit, à moitié déshabillé, encore fier d'avoir impressionné le vice-président. Il m'a lancé, dans un souffle, « Tu as été super ce soir, ma chérie. Merci d'être venue. » Puis sa tête a basculé en arrière. Il dormait. Il ne vit pas que j'étais encore parfaitement apprêtée. Que mes talons n'avaient pas quitté mes pieds. Que mes mains tremblaient. J'ai glissé sur le bord du lit, les yeux fixés sur le mur, mon cœur battant comme s'il voulait m'arracher à ce corps immobile. Une énergie étrange circulait en moi. Ce n'était ni une envie, ni une peur. Peut-être une forme de pouvoir. Ou de désespoir. À cet instant précis, je n'étais plus seulement une femme mariée. J'étais une femme au seuil d'un choix. Et tout avait déjà changé. Je l'ai regardé, allongée là, la bouche entr'ouverte, une chaussette pendante à son pied gauche, une image tristement familière. C'était ainsi que Smith s'évanouissait toujours, lorsqu'il avait un verre de trop dans le sang. Étrangement, c'était devenu un rituel silencieux de notre mariage, lui sombrant dans l'oubli, et moi l'observant, dans ce demi-éveil entre compassion et fatigue. Je l'aimais. Oui, je l'aimais encore. Mais avec un astérisque. Pas un reniement brutal, non. Plutôt un soupir constant. Comme une chanson qu'on connaît par cœur, qu'on fredonne parfois du bout des lèvres, mais qu'on ne chante plus jamais à pleine voix parce qu'elle ne vous fait plus vibrer. Et c'était précisément cela qui me glaçait le sang. Je me suis levée lentement, comme mue par quelque chose de plus fort que moi. Mes doigts ont cherché la clé, cette clé que j'avais gardée, dissimulée, ignorée, redoutée. J'aurais dû la jeter dans les toilettes dès le premier soir, la briser entre mes mains, en faire disparaître la tentation. J'aurais dû dire non. Et en vérité, je l'avais dit. Des dizaines de fois. Des centaines, même. Mais toujours sans les mots. Je l'avais dit avec mes silences, avec mon sourire figé, avec mon absence au cœur même de ma propre vie. J'ai attrapé mon manteau sans trop réfléchir. Le couloir de l'hôtel s'est ouvert devant moi, désert, impeccablement silencieux. Trop propre. Trop ordonné. Comme s'il voulait étouffer les pensées désordonnées qui s'agitaient en moi. Chaque pas sur la moquette résonnait comme un tambour. Mes talons claquaient avec une netteté presque violente, dérangeante, comme s'ils protestaient contre ma décision. Je me répétais que j'étais simplement curieuse. Que rien n'était joué. Que j'avais encore le choix. Que je pouvais me tenir là, devant cette porte, et ne jamais l'ouvrir. Mais une fois arrivée, je n'ai pas frappé. Je suis restée figée, la paume posée contre le bois. Je voulais ressentir quelque chose, de la honte, de la peur, de la répulsion. Mais il n'y avait rien. Juste une chaleur sourde, désarmante, comme si mon corps savait déjà que je franchissais une ligne que mon esprit refusait encore de nommer. La serrure a cliqué lorsque j'ai passé la carte. Et avant même que je puisse frapper, la porte s'est ouverte. « Clore » a-t-il dit, comme s'il m'attendait depuis toujours. Comme s'il avait entendu chacun de mes pas dans ce couloir silencieux. Il ne portait plus son costume de cadre supérieur. Juste un pantalon sombre, un t-shirt noir moulant, simple mais soigneusement choisi. Il dégageait une odeur subtile, celle du bois de santal, mêlée à quelque chose de plus brut, plus instinctif. La chambre était plongée dans une semi-pénombre. Les rideaux tirés.
Une seule lampe allumée. L'atmosphère avait quelque chose de suspendu, d'irréel. Elle ne m'attendait pas, et pourtant, elle semblait m'avoir reconnu. J'ai voulu reculer, protester, briser le sort. J'ai balbutié, mais tu es avant de m'interrompre. Il n'a pas bougé. Il est resté à distance, respectueux, attentif, comme pour me rappeler que je pouvais encore faire demi-tour. Mais je ne suis pas partie. J'ai fait un pas, puis un autre. L'espace autour de moi s'est rétréci. Tout est devenu flou, sauf lui. Je n'entendais plus rien, sauf le battement sourd de mon propre cœur. Je suis mariée, ai-je murmuré, comme si c'était encore un bouclier. Moi aussi, répondit-il d'une voix posée. Nous portons tous quelque chose. Ces mots ont eu l'effet d'un coup de poing dans un mur déjà fissuré. Je me suis retournée vers lui, les larmes au bord des cils, furieuse contre lui, contre moi, contre cette vérité qu'il disait à voix haute. Ce n'est qu'un jeu pour toi, c'est ça, crachai-je, presque tremblante. Il secoua lentement la tête. Ce n'est pas un miroir, dit-il simplement. Je ne comprenais pas sur le moment. Puis il s'approcha, pas à pas, sans brutalité. Et moi aussi. Comme attiré par une force ancienne, presque oubliée. Son regard n'était pas seulement affamé de chair, il l'était de quelque chose de plus vaste, une présence, une chaleur, une vérité nue. Et je lui ai répondu. Pas avec des mots, mais avec mon corps. Avec ma douleur. Avec tout ce que je n'avais pas osé dire depuis si longtemps. Ce n'était ni par vengeance, ni par caprice. C'était un cri silencieux, celui que j'avais gardé sous ma langue pendant des années, chaque syllabe me coupant un peu plus. Je dormais à côté de Smith, chaque nuit, comme une ombre. Je me réveillais à côté de lui chaque matin, enfilant le rôle qu'on attendait de moi. Et cette nuit-là, dans la chambre 180, je ne cherchais pas à trahir. Je cherchais à me retrouver. Alice ne m'a plus jamais recontacté. Il n'en a pas eu besoin. Parce que ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas le début d'une histoire d'amour, ni même d'un adultère ordinaire. C'était la révélation d'une vérité ancienne. Celle que j'avais enfouie sous des années de devoirs, de compromis, de résignation. Mais la vérité n'aime pas rester enterrée. Elle remonte toujours à la surface. Un samedi après-midi, alors que Smith fouillait dans la boîte à gants de la voiture, il est tombé sur un ticket d'hôtel. Celui du Grand Caraval. Il était glissé entre les pages d'un vieux menu chinois. Une relique oubliée, ou peut-être laissée là par une partie de moi qui voulait être découverte. Camilla, qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix m'a appelée depuis le garage, tranchante, troublée. Je suis entrée comme on entre dans une salle d'interrogatoire. Il brandissait le reçu entre ses doigts tremblants, le regard perdu. Ne me dis pas que tu es descendu. Il est écrit que tu as pris une autre chambre. J'ai ouvert la bouche. Mais aucun mot n'est venu. Le silence a fondu sur nous comme une avalanche. Il a vu. Il a compris. Il s'est figé. Sa mâchoire s'est contractée. Il m'a regardé comme on regarde une personne qu'on croyait connaître et qui vous devient soudain étrangère. Camilla, murmura-t-il. Et dis-moi la vérité. Toute la vérité. Je n'ai pas menti. Je l'ai fait, ai-je dit. Je suis allée dans la chambre. Et non, ce n'était pas une erreur. J'ai prononcé le nom d'Alice. Il a reculé comme si je venais de le frapper. Et puis, d'une voix brisée. Tu as couché avec lui? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement gardé le regard ancré dans le sien. Et il a compris. Ce n'était pas la trahison physique qui le brisait. C'était tout le reste. La vérité nue. La fin silencieuse. L'effritement lent qu'il n'avait pas voulu voir. J'ai tout donné pour ce travail, murmura-t-il, les yeux brillants. Pour nous. Pour que tu sois fier. Et la nuit où j'avais le plus besoin de toi. Il n'a pas terminé sa phrase. J'ai tendu la main vers lui. Un geste pur, presque enfantin. Mais il a reculé. Non pas avec colère. Mais avec douleur. Les jours suivants sont passés comme dans un rêve mal réveillé. Il s'est installé dans la chambre d'amis.
On ne parlait plus. La maison est devenue un tombeau plein de fantômes. Mais voici ce que j'ai compris, tardivement, il ne s'agissait pas seulement d'Alice. Il s'agissait de moi. De cette femme que j'étais devenue pour lui, pour le monde, et que je ne reconnaissais plus. J'avais tué mes élans, mes désirs, ma voix, pour porter le costume de l'épouse parfaite. Et dans cette chambre 180, j'ai rencontré la part de moi-même que j'avais abandonnée. Ce n'était pas beau. Ce n'était pas propre. Mais c'était vrai. Le soir où Smith a quitté la maison, il n'a rien dit de plus. Il a juste fermé le coffre de sa voiture. Il m'a regardé une dernière fois. Ses yeux étaient embués. « J'aurais tout fait pour toi », a-t-il murmuré. Et c'est à ce moment-là que j'ai pleuré. Parce que je savais qu'un jour, moi aussi, j'aurais tout fait pour lui. Mais pas ce jour-là. Et c'est ce que je n'ai compris que trop tard.